que ce soit Tôt ou Braza, Luanda, Centrafrique, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si Koyo Kanati Keli Iyo Papa. Onina Nangayo, Tika Kosalanga Bongo. Je m'appelle Julienne Lusenge, je viens de la RDC, je suis directrice de Fonds pour les femmes congolaises, au réseau d'accompagnement des femmes pour la participation politique. Je pense, je voudrais dire, par rapport à tous les débats qui se passent ici, que nous avons, si nous voulons qu'il y ait la démocratie dans notre pays, il faut que nous arrivions à éduquer notre population. Il faut l'éducation civique. Il faut que nous puissions travailler fort, chers compatriotes. Nous devons retourner dans notre pays et travailler auprès de notre population, les informer de leurs droits, pour qu'ils puissent arrêter de danser et de jouer à Madame Juliane, la question s'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est l'éducation politique que nous devons faire pour que nous puissions arriver à changer la situation. Abraham Lokabanga, code 243, activiste congolais. 12 ans que je suis aux États-Unis. 12 ans que je vais de réunion en réunion, les indices ou statistiques des morts en RDC n'ont jamais baissé. 12 ans que je suis aux États-Unis, du département d'État au Congrès, au NED et à d'autres endroits, il y a toujours 20 000 forces de la MONUSCO, 1 milliard, pendant 12 ans, ça fait 12 milliards. Pourquoi jetons cet argent dehors, contribuables américains? Réfléchissez. Ma question, première vers Madame membre du PPRD. Pendant votre allocution, vous venez de dire qu'il y a eu des guerres ethniques au Congo. J'aimerais que vous puissiez nous dire où est-ce qu'elles étaient localisées. Deuxième chose, vous avez dit que le problème des élections, c'était l'acceptation de la défaite, tout en omettant le fait que, avant que quelqu'un ne revendique, c'est parce qu'il y a des accusations ou il y a des actes qui ont été posés. Et si 2006 ont été des élections plus ou moins parfaites, c'est parce que la CIA était là. 2011, on a vu la catastrophe avec encore quelqu'un qui est venu ici, que nous avons accueilli, qui nous a promis, mais il y a eu des morts. Pourquoi, aujourd'hui, pouvez-vous nous dire simplement, Madame, que c'est du côté du chef des candidats qu'il y a problème? Je me tourne vers l'abbé Maloumal, avec tout le respect que j'ai vers vous. En 2006, il y a eu plus de 1000 morts à Kinshasa. Guerre à l'arme lourde. 15 ambassadeurs se sont retrouvés coincés dans la maison de Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui qui est arrêté. Vous revenez avec un déficit de confiance. Il y a aujourd'hui à Kinshasa une pétition qui est lancée contre vous. Nobody wants you to be the leader of this Senate. So since you're a man of God, why can't you listen to the voice of people asking you to step down? You not inspire anybody here as a Congolese that the next elections in 2016 will be peaceful because you have a bad history. So ma question est celle-ci. En tant que serviteur de Dieu, et vous venez d'évoquer ici quelque chose de grave, l'article 70 qui dit ceci, parce que vous laissez le 220, mais le 70 dit que le président de la République va rester dans son mandat jusqu'à ce que le prochain président élu puisse prendre place. C'est-à-dire, on peut dépasser 2016, on peut aller en 2017, on peut aller jusqu'en 2020 si les élections se passent. Ma question est celle-ci. Monsieur Maloumalou, pouvez-vous simplement démissionner? Marcel Takwata, je représente la CCA. Ma question est pour M. Maloumalou. Je suis content que vous parlez du respect des lois et la loi. Vous, en tant que président de la CENI, vous êtes censé connaître la loi, la Constitution. Quand vous proposez dans votre schéma des élections indirectes, directement et ou indirectement, vous proposez la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il y a-t-il une disposition dans la Constitution qui donne la CENI ou le président de la CENI le pouvoir de proposer
une révision constitutionnelle? Ça, c'est ma question. Merci. Merci. Bon, en principe, je n'ai reçu aucune question. Si vous voulez céder la parole, ça va. Général Francis Adel, vous avez reçu des questions. Merci beaucoup. Je suis contente parce que c'est très intéressant en disant que je fais d'abord allusion aux Première Guerre. Vous savez qu'à la période de 1960 à 65, on avait eu le Premier ministre Lumumba avec le président Kasavubu. Et de là, le président avait suspendu le Premier ministre, qui le Premier ministre aussi avait suspendu le président. Il s'est posé un problème. Et ce problème-là, de là, ça a suscité d'autres tensions avec le Premier ministre. Donc ici, je vais parler de Moïse Tshombe, qui, au Katanga, aussi voulait organiser la sécession. Et de là, ça a évolué en disant, avec le 2 Kassai, avec la constitution de Louabourg, ça posait aussi des problèmes. Et de là, on a évolué avec le président maréchal Mobutu qui avait pris maintenant le pouvoir. Et maintenant, nous avons connu la guerre d'agression. Notre pays était agressé par le Rwanda. Et il a mis longtemps pour que même la communauté internationale et même que les États-Unis reconnaissent et acceptent que la RDC était agressée. Entre-temps, le pays a connu plusieurs cas de décès. Les femmes ont été violées. Il y a quelqu'un ici qui a parlé que le dernier un bébé de 3 mois. Pour le temps qu'on puisse reconnaître à cela, notre pays a été victime de ces violences. Avec un taux élevé de morts. Le temps que la communauté internationale se ressaisisse en se déployant, d'abord on a commencé avec la MONUC, et de là on avait renouvelé le mandat pour renforcer le mandat qui était le mandat d'observation, et pour arriver maintenant à la MONUSCO, aujourd'hui avec les 20 000 casques bleus que vous venez de le dire, effectivement, nous avons été victimes. Nous avons été victimes, et cette guerre, je me dis, c'est la guerre d'agression dont la RDC a été agressée par le Rwanda. Et je vais terminer en disant, raison pour laquelle ici, nous disons les élections c'est bien. Mais pour arriver à avoir des élections apaisées, des élections qui vont mettre tout le monde en confiance, nous devons d'abord arriver à la fin de la guerre. Notre pays doit connaître la paix, et une vraie paix, une paix solide et une paix durable pour que le reste vienne de soi. Monsieur l'abbé, et puis on va terminer avec Monsieur Bissano qui voulait ajouter quelque chose. Je voudrais directement répondre aux questions qui m'ont été adressées. Je pense d'abord qu'il faut éviter la confusion. Je n'ai en aucun cas évoqué l'article 70. La Constitution, c'est l'honorable Adel qui l'a évoqué. On ne peut pas prétendre que la CENI l'a évoqué. Je pense qu'il faut me faire justice. La CENI, dans tout ce qu'elle a fait comme consultation sur la feuille de route, a toujours indiqué que les élections auront lieu en 2016. Elle n'a planifié aucune élection qui va au-delà de 2016. En deuxième lieu, elle a toujours indiqué qu'elle n'est concernée en rien par l'article 220. Cela veut dire qu'elle ne sera jamais parmi les partisans qui prétendent qu'on peut changer les articles qu'on ne peut pas changer dans la Constitution. Il faut aussi que ça soit clair, la CENI ne préconise pas
toute disposition constitutionnelle qui concerne l'article 220, la CENI ne propose aucun changement constitutionnel qui concerne ces articles, l'article 220. En troisième lieu, vous savez, quand vous parlez d'ici, ça m'étonne. Parce que vous parlez de déficit, je ne sais pas de quoi, de confiance. Moi, j'anime des débats à Kinshasa. Et nous devant tout le monde. J'ai animé plusieurs débats. Je crois que Gérald Bissambo en est là. J'ai animé un débat. Tous les acteurs de la société civile étaient là. En tout cas, le plus important qu'on puisse connaître était là. J'ai organisé une rencontre de femmes. Tout ce qu'on peut avoir comme grande organisation des femmes était là. J'ai organisé une réunion des médias. Tous les grands patrons des médias, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ils étaient là. Donc, nous avons organisé en tout 15 rencontres. Chaque rencontre a duré 5 heures de temps pour que les gens s'expriment. De toutes ces rencontres, je n'ai pas attendu ce dont vous parlez. Parce que il faut faire attention avec la loi. Vous évoquez la loi, mais il ne faut pas être sélectif par rapport à sanguinaire. Une pétition qui n'est fondée sur aucun article de la loi. À quoi ça concerne la CENI? Parce que pour que ça concerne la CENI, il faut que cette pétition ait un fondement juridique dans la loi. Alors, c'est bien de penser que quand on peut intimider, les gens vont se laisser intimider. Mais je pense que vous vous trompez lourdement. La CENI est une institution indépendante d'après la démocratie qui ne recevra d'intimidation de qui que ce soit. Elle fera son travail. Et son travail, c'est l'organisation des élections. Alors, vous devez comprendre ça et vous savez que la loi elle-même décide à quelles conditions on démissionne. Allez la lire et vous allez voir quelles sont les conditions pour que quelqu'un démissionne. Quand vous trouverez que ces conditions sont réunies, vous pouvez me demander de démissionner. Ça c'est à ce qui concerne les questions. Donc, nous fonctionnons, il y a des lois. Et nous fonctionnons dans le cadre des lois du pays. Et je vous ai dit, il faut bien dire les lois. Alors, à ce qui concerne maintenant la question qui a été posée, là aussi, je pense qu'il y a des confusions. La loi indique que la CENI contribue à l'élaboration de toutes les lois qui concernent le processus électoral. Et la Constitution lui donne parmi ses prérogatives de veiller à la régularité du processus électoral. Et donc, quand la CENI donne des propositions, elle ne se substitue à aucun des gens concernés par la Constitution. Elle donne des propositions qui concernent la réforme électorale. Pour que sa proposition aboutisse, l'article 218 est clair de la Constitution. Pour que ça aboutisse, ce soit qu'il y a 100 000 signatures de citoyens, soit que ce soit le président qui propose, soit une des deux chambres du Parlement. Et il y a toute une procédure y afférente. Il faut encore que les deux chambres réunies en jugent de l'opportunité. Donc, ne commencez pas à faire croire que la CENI est là pour changer la Constitution. La CENI est là, elle donne des propositions qui concernent la réforme électorale. Et c'est son rôle. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, la Constitution, il faut la lire dans l'intégralité, puisque chaque article se tient. Et pourquoi la CENI doit le faire? Parce qu'il y a un article qui le concerne, en ce qui concerne l'élection présidentielle. Voilà pourquoi il doit prévenir au lieu de guérir. Que dit la Constitution? Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Donc, j'aimerais bien d'abord que l'on comprenne que la CENI fonctionne dans un cadre et elle ne fonctionnera que dans ce cadre-là
constitutionnelle légale et elle n'a violé en rien la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On termine avec Monsieur Bissam. Oui, je me donne raison d'intervenir maintenant parce qu'il y a un élément avancé par Madame Bisseng qui nécessite une insistance. Elle a parlé de l'éducation civique de la population. Je crois qu'il s'avère important de lui accorder toute son importance, étant donné que très souvent c'est en retard que nous parlons de l'éducation civique de la population. C'est généralement quelques mois avant les élections qu'on se mobilise pour trouver quelques fonds pour sensibiliser la population et que tout naturellement on n'arrive pas à atteindre toute la population et le travail n'est pas fait en profondeur. Je crois qu'ici, il est grand temps pour que les partenaires ici présents et même notre diaspora comprennent que notre population a effectivement besoin de l'éducation civique et électorale et que cela puisse commencer bien avant. Pour cela, il faudra bien que les moyens soient mobilisés en faveur de la société civile pour la fameuse éducation civique et électorale. Il y a des commissions qui se mettent déjà en place, je l'ai dit, la commission éducation et observation en partenariat avec la CENI, parce que nous voudrions que cette fois, cette éducation civique soit coordonnée de manière à avoir une cartographie d'intervention à travers tous les coins du pays et de manière à atteindre toute la population. Maintenant, il est important de noter que lorsqu'on parle de la promotion du leadership de la femme, cette femme devra d'une part être éduquée par rapport à cela, mais aussi cette femme devra être préparée. Dans le pays, il y a à peine NED qui fait ce travail-là, NDI plutôt, qui fait ce travail, qui travaille avec les femmes politiques pour arriver à promouvoir leur éligibilité, mais en même temps aussi les initier à travailler avec les femmes à la base, comment les préparer pour une bonne communicabilité électorale. Mais il s'avère que c'est souvent en retard qu'on se retrouve et que les moyens ne sont pas assez suffisants pour ce travail. Donc c'est en fait un travail qui doit commencer bien avant, si l'on pense qu'on peut avoir des femmes bien positionnées déjà au niveau local, au niveau du provincial et pourquoi pas au niveau du présidentiel, parce que pour le prochain mandat, il y a des noms de femmes qui commencent aussi à circuler, qui pourraient postuler aux élections présidentielles. Donc il est important que nous prenions cela en compte, penser que la femme doit être préparée, parce que généralement dans notre pays, la femme vote difficilement pour une autre femme. C'est une perception culturelle qu'il faut en fait en principe dissuader et effacer dans le culturel de notre population. Et j'aimerais terminer pour dire que nous avons besoin d'un relais de plaidoyer par la diaspora américaine, par la diaspora en Occident, pour tout le travail que nous sommes en train de faire pour un processus crédible, transparent. Donc je crois que votre contribution consisterait ici à faire le relais auprès des politiques américains, auprès des institutions américaines, pour que les élections se déroulent dans des conditions de transparence et de crédibilité, mais aussi pour que 2016, nous puissions avoir réellement une alternance démocratique en douceur, de manière à ce que la démocratie puisse être exhumée dans le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bissam. Malheureusement, il nous manque maintenant du temps. Je m'excuse, c'était vous qui avez posé les questions, on vous avait donné la majorité du temps. Il faut dire que dans les réunions entre Congolais, il ne manque jamais de passion. Mais j'espère que cette passion sera aussi constructive, surtout pendant cette période critique pour le processus électoral. Merci beaucoup. Pas avec le sanguinaire comme... Monsieur, ça c'est pas... Moi je m'en vais, mais j'ai un message. Monsieur, le Congo ne peut pas continuer à souffrir à cause de monsieur. Et la pétasse là, je m'en vais. Ça, c'est un exemple de... Ça ne peut pas continuer comme ça. Les sanguinaires, où sont les opposants? Il y a la classe, il y a l'opposition au Congo. Où sont les opposants? Où sont les opposants? On nous amène ce sanguinaire qui a tué les gens en 2006. On amène cette pétasse-là qui ne connaît rien et qui ne fait rien pour le pays. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. Les gens ne peuvent pas continuer à mourir. Et c'est là que vous n'allez pas avoir un dialogue. Je n'ai rien fait. Continuez, que les gens meurent. Qu'on tue les gens, que les gens souffrent, la pauvreté, les meurtres, les viols. Continuez, jouez avec ces pays. Continuez. Vous détruisez maintenant un esprit démocratique
Quelle démocratie? Il n'y a pas de démocratie. How many people are in jail in the Congo? Who's fighting that? This guy is responsible of thousands of people being killed in the Congo, and you can Perdons le temps ici, monsieur. Donc, il y aura maintenant une pause. Je laisse la parole à Dave qui va vous expliquer ce qui va se passer pour la fin du programme. Alors, monsieur Gino Mukasson, très bien habillé en costard, bonjour. Bonjour Gary, merci beaucoup. Voilà, juste en 2 mots, on vient d'assister à un débat houleux et passionné de cette diaspora congolaise qui est venue ici participer à la conférence qu'a animée l'abbé Malou Malou, le président de la CENI au Congo. Au sortir de cette audience, quelles sont vos impressions? Sincèrement, même étant un combattant, je regrette quand même qu'on a été dépassé par l'émotion. Nous sommes venus ici pour partager, pour faire passer un message. Et je ne pense pas qu'en criant, en lançant des insultes et des agressions, qu'on allait passer notre message. La preuve en est que ça a été coupé alors qu'on avait beaucoup de questions capitales qu'on allait poser et des questions qui allaient amener des réponses dans de petites questions que la population attend de nous, la diaspora, et d'Abbé Malou Malou qui est supposé conduire les élections en 2016. Donc je pense que ça se passe un peu bien, mais la façon dont ça s'est terminé, je n'ai pas été content parce que je suis resté avec les questions que je devrais poser. Voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser tout à fait parce que chacun a ses émotions et tout. Mais alors, en tant que diaspora, quelles sont en 2 mots les stratégies qu'il faut mettre en place pour que ce processus électoral, qu'on le veuille ou pas, il doit quand même aboutir quelque part. Quelles sont les stratégies que cette diaspora peut mettre ensemble, se souder le coude pour aboutir ce processus au bon port? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la composition du processus électoral aujourd'hui. Il faut faire face à la réalité. Moi, là, je ne veux pas parler au nom de toute la diaspora parce que je ne représente pas. Je parle en mon nom étant que combattant, résistant et patriote qui milite pour le Congo. Notre pays, on se pose d'abord la question de savoir si le pays est sous la dictature ou sous l'occupation. Et si le pays est sous l'occupation, je ne pense pas que pendant l'apartheid, les Noirs en Afrique du Sud, comme ici aux États-Unis, à l'époque de l'esclavagisme, étaient en train de militer pour les élections. Ils militaient pour l'égalité et ils militaient pour l'indépendance, ils militaient pour la justice et la paix dans le coin. Donc pendant que les élections peuvent s'organiser, nous prenons l'exemple des élections de 2006 et 2011. Donc nous avons constaté que le pays est sous l'occupation. Le pays étant sous l'occupation, moi, à mon avis, les élections là sont déjà triquées, sont déjà façonnées en avance. Donc ce n'est pas du fait que la CENI va bien organiser les élections, c'est du fait que la population prenne conscience que nous sommes sous l'occupation. Et la seule chose qui peut nous faire sortir de l'occupation, ce n'est pas les élections, c'est plutôt des élections, bien sûr, si c'est des élections transparentes et qui respectées par la loi. Mais sinon, sous l'occupation, c'est le soulèvement populaire qui va peut-être libérer. Je ne dis pas que c'est ça la solution, je dis peut-être le soulèvement populaire peut amener à une solution qu'aller assister à des élections qui sont déjà dorénavant très biaisées. Voilà. Merci méchant. J'étais très content, c'est à moi. Le plaisir à moi. Monsieur Bertin, bonjour. Bonjour. Habitué de cette émission, vous avez vu cette passion de la diaspora qui a participé à cette rencontre. Vos impressions? Bon, nos impressions, c'est que, vous savez, la passion est parfois bonne aussi. C'est parfois un moyen qui permet de transmettre le message aux partenaires, sinon à la communauté internationale, afin qu'elle s'implique davantage dans les problèmes qui se passent au Congo, en Afrique. Parce que le message qui nous a été délivré aujourd'hui au niveau de l'ossature, c'est qu'on a besoin que la communauté internationale s'implique afin d'aider le Congo à faire ce processus électoral. Et les différents grands points d'aide que les pénalistes ont présentés, c'est celui d'aider à renforcer l'éducation civique des populations congolaises afin qu'elles s'impliquent de plus en plus dans le processus électoral. C'est aussi celui d'éduquer nos forces de police, éduquer l'armée qui devra être utilisée en cas de nécessité dans le but de renforcer ce processus. Mais dans l'ossature, ils ont dit qu'il n'est pas question normalement de réviser la Constitution. Il faudrait peut-être renforcer les institutions. C'est ça. Merci, M. Bertin, pour ton temps. Merci. Monsieur Jéhu, bonjour. Bonjour.
Vous venez de participer à une rencontre qui a réuni la diaspora et l'abbé Malou Malou. Au sorti de cette audience, quelles sont vos impressions? En tout cas, j'ai vraiment été impressionné par l'échange houleux qu'il y a eu entre les gens qui ont participé à la conférence et M. Malou Malou. Je pense que le peuple a fait son point, il a dit ce qu'il avait à dire, ils se sont exprimés et je pense que M. Malou Malou a pris acte. Nous sommes là, nous allons attendre s'il y aura des changements ou pas, mais je pense que le débat a eu lieu, enfin le débat c'était important qu'il puisse avoir lieu, il a eu lieu. Donc voilà, mais ce que je retiens plus, c'est la connexion, enfin le débat qu'il y a eu entre M. Malou Malou et la communauté congolaise ici. Merci pour ton temps. Sir. Fine, sir. How are you? Good, I'm doing good. Can you introduce yourself, please? Yeah, my name is Mr. Falai Balde from the Gambia. I came all the way from New York to come and attend and share my views with the Congolese people. Absolutely. You saw the debate. What is your reaction about it? Well, the debate is the priest who was on the table, he feels guilty because the people from Congo, they hit him hard. A lot of people have been killed in Congo. There is no proper democracy and a good governance, and that's the way we want changes in Africa, because Africa is losing. Terms of mineral resources, terms of education, time of people are migrating, young folks coming from Africa to Europe, and what they expect, they cannot find it here. Alors, Monsieur Tony Bolamba, bonjour. Oui, bonjour Gary Ouelle. Nous vous voyons ici à l'issue de cette conférence qui a réuni quand même un panel très important. Et aussi, à part le sénateur Ras Fengo, il y a eu l'abbé Malou Malou, le président de la CENI. À l'issue de cette conférence, quelles sont vos impressions? Bon, je pense que c'est bien de parler de l'Afrique, ça c'est de un. Et ce n'est pas la première fois que je sois ici dans cette organisation que je connais. Et nous avons écouté l'abbé Malou Malou, qui est président de la CENI. Nous avons écouté différents intervenants, M. Gonfield, Russell et les autres acteurs de la société civile de notre pays. Espérons que toutes les préoccupations, donc quand je dis nous, c'est les peuples congolais, ont été prises en compte et tous les desiderata posés lors de cette conférence seront amenés jusqu'au plus haut niveau des autorités des pays qui accompagnent les processus de démocratisation en Afrique, afin que nous puissions avoir une sorte d'alternance dans les prochaines échéances électorales. C'est un débat qui n'a pas été facile, il y a eu de passion, il y a eu toutes ces réactions, mais en deux mots, comment vous avez pu trouver la réaction de tous ces Congolais, pas seulement des Congolais, mais de l'audience en général? Bon, vous savez, quand on fait la politique ou quand on veut être acteur dans la société, il faut comprendre tout le monde. C'est ça. Voltaire disait, je suis contre vos idées, mais je me défendrai à ce que vous l'exprimiez. Donc nous devons prendre en compte les réactions de chaque côté. Il y a beaucoup eu plus de réactions lorsque l'abbé Malou Malou a pris la parole. Donc je comprends tout le monde. Je comprends tout le monde. C'est ça la tolérance, parce que le monde n'est monde que s'il y a des différences. Et ce n'est que dans les différences et dans les divergences qu'on construit. C'est tout. Alors, monsieur le président Bolamba, merci pour votre temps. Et puis on aura le temps de nous asseoir encore, puisque vous êtes un habitué de cette émission. Je suis un habitué de Washington, comme vous savez. Donc, je suis chez moi. Comme en RDC, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes ici à Washington, D.C., à National Endowment for Democracy. Il y a eu cette présentation d'un panel important ici aujourd'hui. Il y a eu la société civile, il y a eu Ras Fengo, mais aussi il y a eu surtout l'abbé Apollinaire Malou Malou qui est le président de la CENI. Et, vous n'êtes pas sans ignorer, puisque vous-même vous étiez partie prenante des élections en 2011. Au sorti de cette conférence, quelles sont vos réactions?
Bon, d'abord, je vous remercie parce que c'est la première fois que je vous vois. Vous savez, ce genre de conférences sont très nécessaires. Et cette fois-ci, ce n'est même plus une conférence, mais ce sont des décisions qu'on nous montre, qu'on est en train de nous dire. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, que ce soit Malo Malo, que ce soit ceux qui sont à Kinshasa, personne ne va encore blaguer avec les droits et les devoirs des citoyens dans une nation. Comme les Américains ont décidé qu'il y aura une alternance positive et sans guerre dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo, et nous sommes en d'accord. Mais tout ce que nous savons est que cette fois-ci, Malo Malo doit honorer le Seigneur Jésus-Christ qu'il sert. Mais s'il veut s'honorer lui seul, eh bien, il verra ce qui va lui arriver parce qu'il a entendu, comme nous tous ensemble, il a été invité, nous étions invités. Voilà, les décisions sont là. Donc, il n'y aura plus changement de la Constitution, quelles que soient les conditions. Il y aura alternance en 2016, d'une façon démocratique et selon les lois de la Constitution de notre pays. Vous étiez là en 2011, serez-vous encore là en 2016? Bon, écoutez, aujourd'hui nous sommes en 2014. Si Dieu le veut, on sera vivant et nous verrons ce que nous pouvons faire en 2016. Mais pour le moment, faisons d'abord ce qu'il faut faire en 2014. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Monsieur Gilbert Mundela, bonsoir. Bonsoir. Nous vous voyons ici à Washington, D.C., National Endowment for Democracy. Et il y a eu un panel important qui a passé aujourd'hui. À part le sénateur Rice Fingo, il y a eu aussi les membres de la société civile. Merci tout Malo Malo, qui est le président de la CENI en RDC. À l'issue de cette conférence, quelles sont vos réactions? Bon, je crois que les membres de la société civile nous ont édifiés sur la situation qui prévaut au pays. Ils ont fait un bilan succinct sur les élections de 2006, autant que celles de 2011. Et cela nous pousse à croire que tout ce qui se fait actuellement est assez hypothétique et qu'il n'y a pas encore une assurance réelle que les élections réellement vont se faire en 2016. Étant donné toutes les supputations qui sont faites autour des soi-disant intentions réelles ou irréelles de l'administration qui est en place au Congo, et surtout que le problème principal n'est pas adressé. Quel est-il? C'est le problème de légitimité des institutions qui sont actuellement en exercice au Congo, de la présidence jusqu'au Sénat et puis les provinces. Donc, les élections de 2011 ont laissé un goût amer qu'il faut corriger. Et je crois que sans cette correction, nous nous précipitons vers une autre impasse qui pourrait créer un chaos que certaines personnes attendent, mais je crois que la grande chose, c'est résoudre le problème de légitimité. Parce que, comme vous l'avez entendu, les différents interlocuteurs ont parlé et ont souligné le manque de légitimité des institutions. Et cela fait que tout ce qui va venir ne va pas être crédible. Donc nous devons résoudre ce problème de légitimité qui est crucial et qui constitue le cœur de la crise congolaise. Et tant que ce problème-là n'est pas résolu, il n'y aura pas de solution qui pourra calmer les passions et l'engouement des Congolais pour le changement. Donc il faut actuellement que ce problème-là soit résolu. En priorité, le problème de légitimité, il doit être résolu, car c'est à partir de là que l'on pourra avoir des solutions constructives et inclusives pour pouvoir faire les élections. Voilà ce que je peux dire comme commentaire. Merci, monsieur Gilbert Mundela, pour votre temps. Merci de tout ce que vous faites. Tout le plaisir.
Compte tenu de la proposition de votre feuille de route, nous voulons citer ici l'article 211 de la Constitution qui vous donne la mission, à la CENI, et notamment celle d'organiser le processus électoral, l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, le dépouillement et le référendum. Compte tenu de cette mission qui vous est assignée par la Constitution, les langues se délient pour dire que les propositions que vous donnez sont inconstitutionnelles. Mais lorsque la CENI propose une réforme sur un article révisable de la Constitution, est-ce qu'elle viole la Constitution? Non. Ce n'est pas le rôle qui vous a été assigné par la... Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand la CENI propose des réformes, une réforme peut avoir une incidence de révision constitutionnelle. La première critique, c'est que le fichier électoral de 2011 jusqu'à maintenant, les gens ne savent pas. On a dit, oui, il y a eu audit, mais nous allons sur le site de la CENI, on ne voit pas. Il y a eu audit à quel niveau et quels sont les acteurs qui ont participé à cet audit. La cause que vous défendez est attendue par tous. Et vous aurez la CENI à vos côtés pour rendre ça possible. Donc la CENI ne doit pas être diabolisée dans la diaspora comme étant les gourous qui vous empêchent de voter. Non. Je pense qu'avec le recensement administratif, maintenant la diaspora pourra voter à l'horizon 2016. C'est une proposition qu'il faudra mettre dans le projet de loi portant organisation des élections présidentielles et législatives nationales. Mais j'ai l'impression que l'Église catholique ne vous accompagne pas dans le travail que vous faites. Et l'Église catholique a été plus critique dans la proposition de votre nomination ou votre désignation à la présidence de la CENI. On peut dire aujourd'hui que, bon, voilà, M. l'abbé, il évolue comme cavalier seul. Soit Outa Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Canadi, Kelly, Ion, papa.